Je m'appelle Valérie Rousseau, j'ai 34 ans et je suis maman de 2 merveilleux enfants, Lucas, 9 ans, et Chloé, 6 ans. J'habite avec mon mari Julien dans une maison que nous avons fait construire juste à côté de celle de mes beaux-parents, dans la banlieue lyonnaise, reliée par un petit portail dans nos jardins mitoyens. Quand nous avons pris cette décision, je pensais que ce serait que du bonheur. Les grands-parents à proximité, de l'aide avec les petits, les déjeuners dominicaux chez Madeleine, cette ambiance de famille nombreuse dont j'avais toujours rêvé. Et franchement, les premières années ont été exactement comme ça. Mon beau-père Jacques était le genre d'homme qui réparait tout sans qu'on lui demande, toujours avec un sourire et une blague. Il bricolait le portillon qui grinçait, installait des balançoires pour les enfants, venait prendre le café le matin en racontant ses histoires de jeunesse. Madeleine, elle, m'a considérée comme sa propre fille dès le début. Elle m'a appris ses recettes secrètes, m'a donné des conseils de mère avec une tendresse que je n'avais jamais connue dans ma propre famille. Nous passions des après-midi entiers à cuisiner ensemble, à rire, à parler de tout et de rien. Eux n'ont jamais été le problème. Le problème porte un nom, un diplôme et un ego de la taille de la tour Eiffel. Laurence Moreau-Rousseau, ma belle-sœur, avocate en droit du travail, sœur aînée de mon mari et, sans exagération, la personne la plus arrogante que j'ai jamais rencontrée. Laurence s'est toujours crue le centre du monde. Depuis qu'elle avait décroché son diplôme de droit à l'université Lyon 3, elle se baladait partout avec un air supérieur, comme si le reste de l'humanité n'était composé que d'idiots qui ne comprenaient rien à rien. Elle a épousé un procureur de la République nommé Guillaume, un homme élégant et intelligent qui, au début, semblait vraiment l'adorer. Depuis ce moment-là, on aurait dit que le reste de la famille était devenu son personnel de maison. Chaque fois qu'elle débarquait chez ses parents, ce qui arrivait au moins 2 fois par mois, parfois plus, elle amenait ses 3 filles, Juliette 11 ans, Amélie 9 ans et Léa 5 ans. En moins de 20 minutes après leur arrivée, mon téléphone sonnait invariablement. « Val, tu peux passer 2 minutes ?» Les petites sont agitées et Laurence est épuisée par le trajet, la pauvre. La pauvre, mon œil. Elle habitait à 40 minutes en voiture, pas au bout du monde. Je laissais tomber ce que j'étais en train de faire. Mes propres enfants, le ménage, le travail que je ramenais à la maison. Je traversais le portail et me voilà avec 5 enfants dans le salon pendant qu'elle restait affalée sur le canapé, ongles en gel impeccables, scotchée à son smartphone, comme si le monde allait s'effondrer si elle se levait pour servir un verre d'eau à ses propres filles. Les filles, elles, étaient adorables. Juliette, l'aînée, était une petite fille sensible et intelligente, toujours plongée dans un livre. Amélie était une tornade d'énergie, créative et drôle, mais avec une fragilité qu'on sentait juste sous la surface. Et Léa, la plus petite, était un amour de bébé avec ses grands yeux noisettes et ses boucles blondes. Elle me suivait partout comme de petits canards, m'aidait à mettre la table, jouait avec Lucas et Chloé. Ils semblaient tellement plus heureuses chez moi que chez leur propre mère. J'ai supporté ça pendant des années. D'abord parce que j'aime vraiment les enfants. Je travaille à mi-temps dans une association d'aide à l'enfance et j'ai gardé plus de neveux et nièces que je ne peux en compter. Et ensuite, parce que je ne voulais pas créer de tension dans la famille de Julien. Mon mari, lui, adorait sa sœur malgré tout. Il la voyait à travers le prisme de leurs souvenirs d'enfance, quand elle le protégeait dans la cour de récréation et l'aidait avec ses devoirs. Il ne voulait pas voir ce qu'elle était devenue. Une femme narcissique qui utilisait tout le monde autour d'elle comme des accessoires de sa vie parfaite. Mais tout a une limite, et la mienne porte une date précise. Le 14 mars de l'année dernière, le 70e anniversaire de Madeleine. Quelques mois auparavant, le mariage de Laurence avait volé en éclats. Guillaume avait demandé le divorce après avoir découvert qu'elle le trompait avec un confrère du cabinet, un avocat d'affaires marié lui aussi. Apparemment, tout le monde au cabinet était au courant depuis des mois. Guillaume, humilié et blessé, avait rassemblé ses affaires et était parti vivre chez ses propres parents en attendant de trouver un appartement. Les filles étaient restées avec Laurence dans leur belle maison du 6e arrondissement. N, évidemment, s'est transformée en victime de toute l'histoire. Selon sa version,
Guillaume était un bourreau de travail qui ne s'occupait jamais de sa famille. Un homme froid et distant. Elle ne mentionnait jamais l'infidélité, comme si ça n'avait aucune importance. Elle est arrivée chez sa mère en pleurant, valise à la main, et a annoncé qu'elle allait s'installer là, juste le temps de me remettre sur pied. Madeleine, avec son grand cœur, a accepté immédiatement. Jacques venait de mourir 3 mois plus tôt d'une crise cardiaque foudroyante, et elle se sentait seule dans cette grande maison. Le jour même de son installation, Laurence s'est assise dans ma cuisine, a bu mon café, du bon café que je m'achète au marché, pas le premier prix, et a lâché cette perle. Valérie, puisque tu cuisines tous les jours de toute façon, tu pourras faire pour nous aussi, n'est-ce pas? Je te donnerai 150 € en fin de mois pour couvrir les courses en plus. C'est même bien pour toi, ça t'occupe. Tu aimes ça, cuisiner? 150 € pour faire les courses pour 6 personnes supplémentaires, cuisiner 2 repas par jour, faire la vaisselle et encaisser les remarques désobligeantes sur la cuisson de mes pâtes ou l'assaisonnement de ma salade. J'ai failli m'étouffer avec mon café, mais j'ai respiré profondément et j'ai accepté. Pas pour elle, pour les filles. Parce que Juliette et Amélie arrivaient déjà chez moi pieds nus, même en plein hiver, demandant à m'aider à faire des gâteaux, à couper des légumes, n'importe quoi qui les fasse se sentir utiles et aimés. Et Léa alors, n'en parlons pas, elle se collait à ma jambe et s'endormait dans mes bras chaque fois que sa mère l'ignorait, ce qui arrivait plusieurs fois par jour. Les mois suivants ont été un enfer déguisé en routine. Laurence rentrait du travail à 20h, 20h30 parfois, jetait son sac Longchamp par terre, criait « Y a à manger ?» depuis l'entrée et filait prendre sa douche de 30 minutes. Les filles restaient dans le salon, en attendant que quelqu'un leur demande comment s'était passée leur journée. Ce quelqu'un, c'était toujours moi. Je m'asseyais avec elles par terre, j'écoutais leurs histoires d'interro de maths, de disputes avec une copine. De peur du noir, de cauchemars, de tout ce que les enfants ont besoin de partager. J'essayais de combler le vide que leur mère creusait chaque jour par son indifférence calculée. Pendant ce temps, Guillaume essayait de voir ses filles autant que possible. Il venait les chercher le mercredi après-midi et un week-end sur 2, comme prévu dans l'accord temporaire de garde. Chaque fois, les filles revenaient rayonnantes. Elles racontaient que papa les avait emmenées au parc, au cinéma, faire du vélo, qu'il avait écouté leurs histoires, qu'il les avait serrées dans ses bras. Laurence levait les yeux au ciel et marmonnait que Guillaume essayait juste de les acheter avec des sorties. Une semaine avant l'anniversaire de Madeleine, Amélie est apparue à ma porte avec des yeux brillants de joie et d'espoir. « Tante Val, on peut préparer le dîner pour l'anniversaire de mamie? Juliette et moi, on veut tout cuisiner toute seule. On veut que maman voie qu'on est capable, qu'on est grande maintenant. » J'ai eu le cœur serré en entendant ça. Ces petites cherchaient tellement désespérément l'approbation de leur mère. J'ai passé toute la semaine à leur apprendre à faire le hachis parmentier que Madeleine adore depuis toujours. Viande bien assaisonnée avec des herbes de Provence, purée de pommes de terre onctueuses avec du beurre et du lait chaud. Beaucoup de fromage râpé gratiné dessus jusqu'à ce que ce soit bien doré. Elles ont appris à éplucher les patates sans se couper, à faire revenir les oignons sans pleurer, à monter les couches délicatement dans le grand plat en porcelaine. Elles prenaient des notes dans un petit cahier, posaient 1000 questions, recommençaient jusqu'à ce que ce soit parfait. Le jour de la fête, la table était magnifique. Nappe blanche brodée que Madeleine avait reçue pour son propre mariage, bougies dorées, ballons argentés et blancs, et au centre, le grand plat avec le hachis bien doré. Une odeur divine qui emplissait toute la maison. Madeleine était aux anges. Guillaume était venu avec ses parents. Julien avait apporté le champagne. Les enfants couraient partout en riant. C'était parfait. Laurence est arrivée en retard. Comme toujours. 1 heure de retard. Elle s'est garée devant la maison, a claqué la portière de sa BMW, est entrée sans s'excuser, s'est assise à table en soupirant. Elle a regardé son assiette quand je l'ai servie, a froncé le nez comme si je venais de lui présenter quelque chose de répugnant, et a déclaré devant tout le monde, d'une voix forte et claire, « C'est quoi cette horreur? On dirait du vomi avec du fromage fondu. Qui a laissé des gosses jouer aux cuisinières?
Regardez-moi la taille de ces morceaux de pommes de terre. Mon Dieu, c'est vraiment fait par quelqu'un qui n'y connaît rien. Maman, tu n'as vraiment rien d'autre à nous servir pour ton anniversaire? Le silence qui est tombé était si lourd qu'on pouvait entendre le cœur d'Amélie se briser en deux. Juliette a écarquillé les yeux, ses mains se sont mises à trembler. Léa s'est mise à pleurer doucement, des petits sanglots étouffés. Et Amélie est devenue rouge, rouge, jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses joues, de grosses larmes silencieuses de honte et d'humiliation. Je me suis levée lentement, j'ai posé ma serviette, j'ai éclairci ma voix, et j'ai dit aussi calmement que possible, même si tout mon corps tremblait de rage contenue. Laurence. Ce sont Juliette et Amélie qui ont cuisiné aujourd'hui. Elles ont passé toute la semaine à planifier ça, à apprendre, à s'exercer. 4 heures aujourd'hui en cuisine, juste pour rendre ta mère heureuse. Et pour te rendre heureuse toi aussi. Elles voulaient te montrer qu'elles grandissent, qu'elles sont capables. Bon, elle a haussé les épaules avec un sourire méprisant et a repoussé son assiette vers le centre de la table, comme si c'était de la nourriture pour chien. Eh bien, ça explique pourquoi c'est immangeable. La prochaine fois, Valérie, ne laisse pas des enfants gâcher le repas des autres. Maintenant, quelqu'un peut commander des pizzas? Guillaume s'est levé brusquement. Il a pris Laurence par le bras et l'a emmenée dehors. On les entendait se disputer dans le jardin. Madeleine pleurait en silence. Julien essayait de consoler les filles. Moi, j'ai pris une fourchette, j'ai goûté le hachis et j'ai dit fort pour que tout le monde entende. C'est délicieux. C'est le meilleur hachis parmentier que j'ai jamais mangé, parce qu'il a été fait avec amour. Cette nuit-là, Amélie a vomi tellement elle pleurait, recroquevillée dans la salle de bain. Juliette s'est enfermée dans sa chambre et n'en est sortie que le lendemain midi, les yeux gonflés. Léa a dormi dans mes bras toute la nuit. Laurence ne s'est jamais excusée, jamais, pas une fois. Elle a juste dit le lendemain que les filles étaient trop sensibles et devaient apprendre à accepter la critique constructive. 3 semaines plus tard, lors de l'audience pour la garde définitive, les 3 filles, même Léa, 5 ans, ont demandé au juge de vivre avec leur père et leurs grands-parents paternels. Le juge, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux gentils, leur a demandé si elles étaient vraiment certaines de ce qu'elles voulaient. Juliette a répondu avec une voix claire et déterminée. Là-bas, on se sent aimé. Amélie a ajouté en regardant sa mère droit dans les yeux. Ici, on n'est qu'un poids, un problème à gérer. Même Léa a murmuré. Papa fait des câlins, maman regarde son téléphone. Le marteau est tombé. Garde exclusif pour Guillaume, avec un droit de visite pour Laurence un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Quand Laurence a reçu la nouvelle, elle est venue pleurer chez sa mère. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vue vraiment bouleversée. Mais même ses larmes sonnaient faux, comme si elle pleurait la perte de contrôle plus que celle de ses filles. Madeleine, dont les problèmes cardiaques s'aggravaient depuis la mort de Jacques, a annoncé quelques jours plus tard qu'elle allait vendre la grande maison et s'installer dans le petit appartement que nous faisions aménager sur notre terrain, dans un coin de notre jardin. Elle avait besoin de soins quotidiens, et nous étions prêts à les lui donner. Laurence a explosé quand elle l'a appris. Et moi? Je vais où, moi? C'est ma maison aussi. J'ai grandi ici. J'ai répondu de la voix la plus calme que j'ai pu, en la regardant bien en face. Tu as un salaire d'avocate, Laurence. Un bon salaire. Tu as une voiture, des amis, des moyens. Tu es une adulte indépendante. C'est ce que tu répètes toujours. Nous allons nous occuper de ta mère parce qu'elle a besoin de soins médicaux quotidiens, d'injections, de surveillance constante. Toi, tu n'as jamais eu besoin de personne ici, tu te souviens? Tu nous as toujours dit que tu te débrouillais très bien toute seule. Elle m'a traitée d'opportuniste, de voleuse de famille, de manipulatrice, de profiteuse, et plein d'autres noms que je ne répéterai pas devant les enfants. Julien a dû s'interposer physiquement. Finalement, elle a loué un studio chic de l'autre côté de Lyon, dans le quartier de la Confluence, et a disparu de nos vies pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, Madeleine vit avec nous dans son petit appartement. L'espace est magnifique. Chambre spacieuse avec vue sur le jardin, salon cosy avec sa télévision et ses livres, salle de bain adaptée avec barre d'appui et siège de douche, tout pensé pour son confort et sa sécurité.
Elle prend ses repas avec nous quand elle en a envie, garde son indépendance quand elle le souhaite. C'est l'équilibre parfait. Les filles viennent tous les week-ends et tous les jours fériés. Guillaume les dépose le vendredi soir et les récupère le dimanche soir. Elles dorment ici, dans la chambre d'amis que nous avons aménagée avec des lits superposés roses, prennent leur petit déjeuner en pyjama, font des bêtises avec Lucas et Chloé, cuisinent avec moi. Amélie fait maintenant un hachis parmentier meilleur que le mien, avec une petite touche personnelle de noix de muscade. Juliette décore des gâteaux dignes d'un pâtissier professionnel, avec des fleurs en pâte à sucre et des dégradés de couleurs magnifiques. Léa m'appelle Tata Maman sans faire exprès, et je la laisse faire, parce que c'est exactement ce que je suis pour elle maintenant. Laurence poste des photos sur Instagram dans des restaurants gastronomiques, des voyages sur la Côte d'Azur, des soirées entre amis, sa vie de célibataire épanouie et libre. Elle ne demande jamais de nouvelles de ses filles. Quand c'est son week-end de garde, elle trouve souvent une excuse pour l'annuler. Un dossier urgent, un voyage d'affaires, un empêchement de dernière minute. Les filles ont décidé qu'elle ne lui reparlerait que quand elle s'excusera vraiment. Une vraie excuse, pas un « désolé que tu te sens blessé », et prouvera qu'elle a changé. En attendant, je suis toujours là. J'ouvre la porte, je réchauffe du chocolat chaud avec des marshmallows, j'écoute les histoires d'école et les chagrins d'amitié, je sèche les larmes avec des mouchoirs et des baisers sur le front. J'enseigne le point parfait de la crème au beurre et le secret d'une pâte à tarte qui ne se rétracte pas. Je suis le refuge qu'elles n'ont jamais eu. Parce que la vraie famille, ce n'est pas celle qui vous met au monde. C'est celle qui prend soin de vous. C'est celle qui reste quand tout le monde part. C'est celle qui vous apprend que l'amour a le goût d'un hachis parmentier, fait de vos propres petites mains. Même si les pommes de terre sont un peu irrégulières. Au final, le plat le plus délicieux de ma vie a été préparé par deux petites filles qui voulaient simplement être vues, reconnues, aimées pour ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, elles sont vues, aimées et heureuses chaque jour. Elles rient, elles jouent, elles grandissent dans un environnement où on ne critique pas leurs efforts, mais on les encourage, où on ne les rabaisse pas, mais on les élève. Et si un jour Laurence décide de revenir, vraiment, elle trouvera un foyer où elle pourra être elle-même, sans peur. Le cœur sur la main et non le venin sur la langue. Peut-être que les filles lui donneront une chance. Peut-être qu'elles accepteront de la revoir, de l'écouter, de croire qu'elle a changé. Peut-être. Mais jusque-là, il y aura toujours 3 places à notre table pour Juliette, Amélie et Léa. Toujours. Et elles le savent.